J'avais tout fait pour que le Bitcoin fonctionne en toute autonomie, sans moi, Satoshi son créateur, sans intermédiaire. La confiance reposerait sur le code, elle s'incarnerait dans le réseau. Dans mon silence, le Bitcoin s'épanouissait, se consolidait. La multiplicité et la dispersion grandissante des machines qui faisaient tourner mon programme le rendaient inattaquable. Chercher à découvrir ma véritable identité n'y changerait rien. Si tu t'intéresses de près ou de loin au Bitcoin, tu t'es déjà demandé qui est Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin. Et aujourd'hui encore, on se demande tous qui a créé l'une des plus grosses révolutions numériques, la plus grande révolution technologique de ce siècle. Et pourquoi faire une vidéo sur Satoshi Nakamoto aujourd'hui ? Eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a quelques jours, le 31 octobre exactement, c'était l'anniversaire du Bitcoin. Et on a fêté les 15 ans du white paper du Bitcoin. Et dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire de Satoshi Nakamoto, quelles sont les théories par rapport à son identité, ainsi que tout ce qu'il faut savoir sur cette personne ou ce groupe de personnes. Parce que oui, beaucoup pensent qu'il s'agirait en fait d'un groupe de personnes qui a eu une idée, une pensée en 2008 sur lequel repose tout l'écosystème de la crypto-monnaie et de la blockchain. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Ici je parle Bitcoin, crypto-monnaie et blockchain. Et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour rester au courant de mes prochaines sorties. Je t'ai déjà raconté l'histoire du Bitcoin dans cette vidéo, mais aujourd'hui nous allons plonger dans l'un des mystères les plus énigmatiques de l'univers crypto, qui est Satoshi Nakamoto, le légendaire fondateur du Bitcoin. Maintenant, si tu te demandes pourquoi nous ne commençons pas par révéler l'identité de Satoshi Nakamoto, c'est tout simplement parce que nous ne pouvons pas. Et c'est là tout le charme de cette histoire. Satoshi Nakamoto, c'est comme le magicien d'Oz du monde crypto. Le mystère plane toujours autour de son identité. Certains disent qu'il est un être de pure lumière cryptographique. D'autres pensent qu'il est un groupe secret de génies. Et puis il y a ceux qui pensent qu'il est en train de siroter un cocktail sur une plage tropicale. Je pense qu'il est important de connaître l'histoire du Bitcoin, surtout si tu investis dans la crypto-monnaie, ou du moins dans le Bitcoin, et qu'il est important de connaître quelle est la source, quelle est la genèse du projet, sur quoi elle est basée, et surtout l'idée et la pensée qu'on pourrait appeler la philosophie de ses débuts. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler de son créateur, Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un mystère autour de ce personnage, mais aussi toute une pensée, toute une idéologie autour de la création du Bitcoin. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Bitcoin n'est pas juste un outil de spéculation qu'on peut simplement acheter, vendre, envoyer ou recevoir. Non, c'est un actif numérique qui a pour vocation à être beaucoup plus politique et philosophique qu'on ne le croit, surtout à ses débuts, mais encore plus aujourd'hui, et d'ailleurs je te l'explique dans cette vidéo que je t'invite à aller voir. Le white paper, le livre blanc sur lequel reposait le Bitcoin, a été publié pour la première fois en 2008, le 31 octobre 2008 exactement, il y a 15 ans. Et ça, c'était juste après la crise des subprimes, une des plus grosses crises financières qui a touché la planète. Et finalement, cette crise des subprimes a mis en lumière le fait que même les plus grandes banques du monde pouvaient s'effondrer et que la population avait de moins en moins le contrôle de son propre argent. Et c'est dans cette optique-là que le créateur, dont on ne sait toujours pas si c'est une personne ou un groupement de personnes, a créé le Bitcoin. Et c'est suite à cette crise sans précédent que Satoshi Nakamoto a souligné la fragilité du système financier traditionnel et que l'omniprésence de la centralisation ne pouvait plus durer et qu'il fallait tout simplement trouver une alternative à cela. Et c'est dans cette idée qu'une alternative est née, le Bitcoin. Il faut remonter à 2008 à la création du forum bitcointalk.org sur lequel un certain Satoshi Nakamoto va poster de nombreux messages sur lesquels il va partager de nombreuses informations par rapport à ce projet de création du Bitcoin. Il va écrire des centaines de messages entre 2009 et 2010 et puis il va mystérieusement disparaître en 2010. Et quand il va disparaître, et ça c'est pour la petite anecdote, il va partir avec 1 million de Bitcoin qui correspondrait aux 22 000 blocs qu'il aura minés entre 2009 et 2010. Mais avant de te parler de tout ça, on va revenir sur l'aspect beaucoup plus technique par rapport au Bitcoin. Puisque la vocation du Bitcoin, c'est de créer un système décentralisé, un système de monnaie numérique qui vise à échanger de l'argent de pair à pair et qui repose sur un système de sécurité inconnu auparavant. Et c'est ça que l'on va appeler blockchain. Et juste ça, là, c'est déjà révolutionnaire. Et ce qui serait encore plus révolutionnaire, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne parce qu'on est bientôt aux 1000 abonnés. Mais il ne faut pas oublier que l'idée, la pensée de cette philosophie du Bitcoin dont je te parlais au début est beaucoup plus grande que cela.
Parce qu'on parle bien de la création d'un tout nouveau paradigme financier où la population retrouve pleinement le contrôle de son argent grâce à la suppression de la confiance d'un tiers, c'est-à-dire des banques ou des États. Parce que grâce à ça, on n'est plus du tout sur des institutions qui commandent. Non, là, on est sur du code, on est sur un algorithme. Et tout ça, c'est le résultat d'un mouvement politique, d'un groupe d'activistes de San Francisco qui luttent depuis des dizaines d'années pour préserver l'anonymat et la vie privée. Et ce, malgré surtout avec l'émergence d'Internet. Et ces rebelles de la société vont créer un mouvement, vont créer un groupe qui s'appelle les cypherpunks. Et pour te parler de ces cypherpunks, eh bien il faut rentrer dans ce que c'est réellement le Bitcoin. Parce qu'au départ, c'était tout simplement tout plein de différentes théories, différentes idées qui ont été assemblées et combinées au fil des années par un groupe d'informaticiens d'élite qu'on appelle donc les cypherpunks. Et au départ, eh bien c'est un groupe libertaire qui a été créé dans les années 1980 et qui au fur et à mesure du temps, ils n'ont fait que constater les dérives d'Internet. Et ils ont donc décidé d'utiliser la cryptographie pour préserver la vie privée. Et finalement, l'idée, c'était d'aider la population à préserver son anonymat et sa vie privée, surtout avec l'émergence des réseaux sociaux et des GAFAM, qui petit à petit étaient en train de tuer cette idée d'anonymat et de vie privée. Alors à la base, c'était un mouvement composé pour la majorité de cryptographes, mais finalement, ça s'est extrêmement politisé. Et on retrouve parmi ces personnes, des personnes qui sont encore très influentes dans le monde d'aujourd'hui, comme par exemple Tim May, qui est un ancien scientifique de chez Intel, mais aussi Julian Assange, rédacteur en chef et créateur de Wikileaks, actuellement réfugié dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Tonight in Britain, Julian Assange is awaiting arrest by British police. Ou encore Adam Back, qui n'est autre que l'inventeur du Hashcash, qui est le système de preuve de travail ou proof of work du Bitcoin. Et tout ce beau monde, avec d'autres personnes tout aussi connues comme David Chaum, vont créer des méthodes de cryptographie, des programmes de chiffrement, et ils vont même créer en 1999 l'ancêtre du Bitcoin qui s'appelait l'eCash, et qui va lui poser les bases de la crypto-monnaie. Et au final, pourquoi je te parle des cypherpunks ? Eh bien tout simplement parce que même si on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto, eh bien il y a quand même pas mal d'indices qui laissent à penser que Satoshi faisait partie des cypherpunks, ne serait-ce que par l'idéologie de départ. Parce que quand on regarde la philosophie, l'idéologie de base, on se rend compte que le Bitcoin, c'est vraiment la continuité des travaux faits par les cypherpunks. C'est une technologie qui utilise énormément d'outils qui ont été créés par les cypherpunks. Et parmi ces outils, on a le Hashcash créé par Adam Back, l'eCash créé par David Chaum, mais on a aussi les clés privées et les méthodes de chiffrement, etc., etc. Donc dans l'histoire, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on connaît sur Satoshi Nakamoto ? Eh bien pour commencer, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait énormément de recherches pour trouver et mettre au grand jour la personne derrière le pseudo de Satoshi Nakamoto. Et spoiler alert, aucun n'a réussi. Et pourtant, il a laissé quelques indices sur le chemin. On sait qu'il serait né en 1975, en tout cas, c'est la date de naissance qu'il a rentré lorsqu'il a créé le forum bitcointalk.org, sur lequel il partageait énormément d'informations. On ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Et oui, même si Satoshi Nakamoto a une connotation masculine, eh bien ça pourrait quand même être une femme derrière ce pseudo. Mais étant donné que jusqu'à ce jour, on connaît aucun cypherpunk qui soit une femme, tout porte à croire que c'est un homme. Et pourquoi le nom de Satoshi Nakamoto qui évoque une personne japonaise, alors que beaucoup de preuves, beaucoup d'éléments et beaucoup d'indices mènent vers l'hypothèse qu'il serait britannique. Parce que oui, Satoshi Nakamoto a laissé énormément de traces et d'indices, que ça soit quand il a écrit le white paper du Bitcoin, ou tout simplement quand il postait ses messages sur le forum Bitcoin Talk. Eh bien, si on prend toutes ces données et qu'on fait des analyses linguistiques, ça nous permet d'avoir quelques indices. On sait par exemple que sa façon de parler, enfin plutôt d'écrire, est un anglais assez soutenu, avec des expressions très anglaises au sens britannique. Il n'utilise aucune expression de type américaine. Et quand on prend en compte sa façon de parler, et quand on constate que pendant une période de 7 heures, il y a une inactivité sur le forum, ce qui correspondrait à une période de sommeil, eh bien cette période d'inactivité correspondrait à une période entre 14h et 21h au Japon, ce qui semblerait bizarre, alors que cela correspond à une période entre minuit et 7h en Angleterre, ce qui est ici beaucoup plus cohérent. Et du coup, toutes ces théories supposent que Satoshi Nakamoto serait en fait anglais. Et à part ça, eh bien rien. On ne sait rien de plus sur lui. Enfin si, on peut affirmer que c'était un codeur extraordinaire, puisque le code source de Bitcoin comporte plus de 31 000 lignes de code et qu'il est totalement impénétrable. Personne n'a jamais réussi à le casser, même les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs et les meilleurs hackers n'ont jamais réussi à casser le code du Bitcoin. Et là on se rend compte que dès sa création, dès ses premières lignes de code, le Bitcoin était une œuvre totalement parfaite, parfaitement codée, lancée pile poil au bon moment, juste après la crise des subprimes. Certains pourraient même y voir un signe du divin,
avec Satoshi comme prophète. Et finalement, c'est cette perfection dans le code, cette perfection dans la sécurité qui a mené vers une autre théorie, comme quoi ce ne serait pas une personne, mais ce serait un groupe de personnes, un groupe de chercheurs d'élite qui se sont alliés, qui ont travaillé ensemble, et ce pendant des années pour développer Bitcoin. Et au final, qui est Satoshi Nakamoto? Et quelles sont les différentes théories qui tournent autour de son identité? Alors là, ça a été l'explosion de théories, plus ou moins crédibles sur l'identité de Satoshi Nakamoto, que ce soit des anciens de Cypherpunks, ou même des personnes qui se sont revendiquées elles-mêmes être Satoshi, ou des personnes qui n'avaient rien à voir. Et cette recherche à l'identité de Satoshi a été mondiale, puisqu'en 2014, le magazine américain Newsweek a révélé connaître l'identité de Satoshi Nakamoto. Mais finalement, il n'en était rien parce qu'ils avaient simplement trouvé un mec au Japon du nom de Dorian Satoshi Nakamoto. Évidemment, c'était pas lui, car un génie du code n'aurait pas révélé sa vraie identité. Mais bon, si vous tapez Satoshi Nakamoto sur Google, eh ben vous retrouverez son visage qui est maintenant mondialement connu. Ce visage de Dorian Satoshi Nakamoto qui est un ingénieur japonais qui n'a strictement rien à voir avec le Bitcoin. I'm not in Bitcoin. But you're Not dressed in in Bitcoin. I don't know. Et en 2015, nouvelle théorie. On croyait que c'était le fameux homme d'affaires australien, mais surtout informaticien, Craig Wright, puisqu'il avait affirmé être le fameux créateur du Bitcoin. Sauf que là, la communauté s'est rapidement rendue compte de la supercherie, puisqu'il avait tout simplement falsifié de nombreux documents et que ses affirmations étaient complètement fausses. Parmi ces affirmations, il avait dit qu'il avait les clés privées de Satoshi Nakamoto à sa possession. Il les avait publiées à l'époque, mais a priori, ce n'étaient pas les bonnes. So I'm going to do this once and once only. I'm going to come in front of the camera once. Ces deux-là ont été les plus connus, mais après, il y a eu plein d'autres prétendants comme Nick Szabo, qui était lui aussi un ancien Cypherpunks et le créateur de BitGold, considéré comme l'or numérique avant le Bitcoin. On a eu également Hal Finney, développeur de jeux vidéo et un des premiers utilisateurs du Bitcoin et qui a reçu la première transaction de Bitcoin, ainsi que des dizaines d'autres personnalités. Et finalement, toutes les personnes que je viens de citer ne sont pas des pistes sérieuses. Non, la piste la plus sérieuse dans cette histoire, le principal suspect n'est autre que Adam Back, qui lui aussi était un ancien Cypherpunks. C'est le créateur du Proof of Work avec son système qui n'est d'autre que le Hashcash, qui a été créé en 1999. Et le Hashcash, c'est quoi? Hashcash est un système de preuve de travail conçu pour limiter le spam et les dénis de service. Et comme tout bon youtubeur, je vais lire Wikipédia. Le principe du Hashcash est de prouver qu'on a effectué une quantité de travail avec des ressources CPU. Cette méthode oblige donc les spammers à devoir utiliser beaucoup de ressources par comparaison aux utilisateurs normaux qui n'abusent pas de ces services, tels que l'envoi de courriels ou de commentaires dans les blogs. Cette méthode évite donc à l'utilisateur de remplir des captchas ou de devoir effectuer des micro-paiements, la part de CPU requis étant négligeable pour l'utilisateur. Donc ce système, c'est littéralement l'ancêtre du Proof of Work sur lequel repose aujourd'hui Bitcoin. Et il y a quelques temps, des chercheurs ont fait une étude pour retracer l'empreinte digitale d'un ordinateur et ces études ont montré que le Hashcash et que le Bitcoin auraient la même trace. C'est-à-dire qu'ils auraient été créés tous les deux sur le même ordinateur. À cela s'ajoutent d'autres éléments qui pointent vers Adam Back. Par exemple, on sait qu'il est britannique, qu'il est né en 1970, que c'est un cryptographe et un ancien cypherpunks. Alors bien sûr, ici, on est sur des suspicions, surtout que Adam Back n'a jamais admis être Satoshi Nakamoto, mais c'est clairement le candidat le plus crédible. Bon allez, c'est bien beau tout ça, mais au final, qu'est-ce que ça peut nous faire de savoir qui a inventé le Bitcoin? Si ce n'est, à la rigueur, pour le remercier. Tu sais qui a inventé le micro-ondes? Bon, juste pour ta culture, c'est Percy Spencer. Et après, rien ne t'empêche d'utiliser quelque chose sans savoir qui l'a inventé. Eh bien, le Bitcoin, c'est pareil. À quoi ça sert de savoir qui l'a inventé? Eh bien, il faut savoir que Satoshi Nakamoto possède près d'1 million de Bitcoin. Je te laisse faire la conversion en dollars avec la valeur du jour quand tu regardes cette vidéo. Et qu'à lui tout seul, il peut faire s'écrouler le Bitcoin ainsi que tout l'écosystème. Ne serait-ce que par une stratégie de vente et d'achat massif qui permettrait de faire très fortement varier le prix de Bitcoin. Et oui, Satoshi Nakamoto est extrêmement riche puisqu'il possède 1 million de bitcoins, ce qui correspond aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, à un capital d'environ 35 milliards de dollars. Et le truc, c'est que depuis janvier 2009 et la création du bitcoin, eh bien le portefeuille de Satoshi n'a strictement pas bougé. Et ça, on le sait grâce à la blockchain. On peut aller consulter toutes les adresses, toutes les transactions de tous les portefeuilles, ainsi que le tout premier wallet à avoir été créé. Et bien sûr que s'il y a un mouvement sur ce portefeuille-là, eh bien on le saura, parce qu'il y a énormément de personnes qui surveillent ce portefeuille. Et donc là, la grande question que l'on pourrait
pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il touchait ces 35 milliards de dollars, s'il les vendait par exemple? Qu'est-ce qui se passerait s'il vendait ces 1 million de bitcoins? Eh bien, ça provoquerait l'effondrement de l'entièreté du bitcoin tout simplement. Pas d'un point de vue économique, parce que oui, il pourrait faire varier le prix du bitcoin à sa volonté, mais en même temps, il ne possède que 1 million sur les 19 millions déjà en circulation. C'est d'un point de vue idéologique que ça provoquerait l'effondrement de bitcoin. Donc bien sûr, il pourrait y toucher, mais ce serait très compliqué et très néfaste également pour lui, dans le sens où son identité risquerait fortement d'être dévoilée. Et oui, tu ne passes pas vraiment inaperçu quand t'encaisses 35 milliards de dollars. Après, il pourrait également avoir de gros problèmes avec la justice car il est complètement interdit de créer une monnaie. Mais c'est surtout d'un point de vue philosophique que ce serait le plus grave, parce que là on parle d'une idéologie, d'une philosophie. Imagine simplement que le créateur mythique du Bitcoin venait à tout vendre. Ce serait la destruction de tout un écosystème et ça viendrait détruire le projet de toute une vie. Donc au final, comment avoir confiance dans la valeur d'un projet si son propre créateur le vend? En plus, il est fortement probable que Satoshi Nakamoto n'ait pas seulement un portefeuille, mais plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de portefeuilles différents, qui eux sont totalement anonymes et sur lesquels il aurait peut-être déjà vendu une partie de ses bitcoins. Alors aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que Satoshi Nakamoto est toujours vivant? Comme je te le disais au début de cette vidéo, il a mystérieusement disparu en 2010 et depuis, on n'a plus aucune trace de lui sur le forum Bitcoin Talk, seul lieu où il signait avec ce pseudo. Parce que sur X, anciennement Twitter, il y a un compte Satoshi Nakamoto qui n'avait plus posté depuis 2018 et qui le 2 octobre a posté ce tweet. Bitcoin est une machine à prédicats. Au cours des prochains mois, nous explorerons différents aspects qui n'étaient pas explicitement contenus dans le livre blanc. Ces aspects font tous partie de Bitcoin et sont importants. Certaines de ces idées ont été évoquées dans les premières années. Il est maintenant temps d'extrapoler et d'expliquer. Et bien sûr, s'en est suivi d'autres tweets depuis. Mais est-ce qu'il s'agit du vrai Satoshi Nakamoto derrière ce compte? Et en réalité, on ne sait pas si on connaîtra un jour sa véritable identité. Et l'idée de garder l'identité secrète de Satoshi est primordiale. Ça permet de conserver cet aspect un petit peu mystique autour du Bitcoin et de la crypto-monnaie, et de garder en tête ce mouvement libertaire lancé par les cypherpunks à l'époque. Et je me dis que si on connaissait son identité, ça casserait le mythe. Parce que finalement, ce qui se dégage de l'image de Satoshi Nakamoto, c'est vraiment cette idée de liberté. Et toute cette idéologie a ouvert la voie vers un autre système. Un système beaucoup plus indépendant, un système dans lequel les personnes reprendraient leurs droits et qui n'auraient plus besoin de devoir faire confiance à des autorités, à des entités, mais à la place, faire confiance à un système ou à une idée. Et le fait qu'il n'y ait pas de responsable identifié fait de Bitcoin invulnérable. Il n'y a personne que l'on peut poursuivre, attaquer ou mettre en prison ou condamner parce qu'il a créé Bitcoin, parce qu'il aurait encore un pouvoir sur Bitcoin. Et en fait, plus personne n'a de pouvoir sur Bitcoin, même le créateur de Bitcoin. Et en termes de symbole, le fait qu'il y ait une sorte de quête du père, qu'il y ait un créateur un peu divin, contribue à créer une forme de mythologie, de mythe, de Bitcoin. Or, les mythes ont une utilité pour donner du corps aux choses, notamment pour une chose aussi virtuelle que Bitcoin. Et ça, c'est l'héritage de Satoshi. Son Bitcoin a ouvert la voie à une révolution dans la finance décentralisée et il a inspiré des milliers de projets et de rêveurs crypto. Le Bitcoin, c'est comme le saint graal des crypto-monnaies, le trésor caché dans le monde numérique. Satoshi nous a donné un nouveau moyen de voir l'argent, la confiance et la décentralisation. Et pour ça, nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Et bien voilà, nous avons parcouru l'histoire de Satoshi Nakamoto, le mystérieux fondateur du Bitcoin. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement une histoire sur une personne, c'est une histoire sur une révolution qui a changé le monde. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un peu plus sur ce personnage légendaire de l'univers crypto. N'hésitez pas à partager vos théories sur Satoshi Nakamoto dans les commentaires et bien sûr abonnez-vous pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Et si tu t'intéresses à l'idéologie libertaire et aux fondements philosophiques et politiques de Bitcoin, va voir cette vidéo sur le créateur de Silk Road. C'était Neotaz, je te dis à bientôt sur YouTube. Ciao.